Bonjour et bienvenue à ce nouveau webinaire de Scaleway. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la vidéo et comment on peut optimiser son infrastructure cloud pour le streaming et l'encodage. Je m'appelle James, je suis responsable contenu chez Scaleway. Je serai accompagné par Fabien, qui est notre solution architect, et on va mettre en lumière trois clients Scaleway qui sont utilisateurs de vidéo, qui utilisent nos solutions cloud pour développer leur activité. J'en profite pour dire que c'est le premier webinaire sur ce type de sujet pour Scaleway. On se lance dans cette activité, dans ce secteur avec joie et j'espère que les expériences de nos clients vont vous enthousiasmer, vont vous encourager à suivre leur exemple. Donc, on a qui est Scaleway. Juste pour commencer, vous le savez sans doute, on est un fournisseur de cloud français et européen. On a la particularité de maîtriser toute stack du software au data center. On a 3 régions complètes, on a 10 data centers qui sont tous en Europe. Merci. Et on est assez fiers d'être un fournisseur cloud souverain, conforme RGPD. On fait partie du groupe Iliad et on est utilisé par 25 000 entreprises dans plus de 160 pays. Comme ça, on se connaît. Et ensuite, le déroulé de ce webinaire. On va avoir une petite introduction de notre expert in-house, JB Kempf. Après, chacun des trois entreprises, donc Blaststream, Streamfizz, Solutions et Empreinte, vont présenter leur solution. Et puis, pour la plupart du temps qu'on va passer ensemble, ça va être un Q&A, une discussion entre nos 3 clients, moi-même et Fabien, pour aller plus loin dans leur activité cloud et vidéo. Mais sans trop tarder, je vais présenter JB. JB, c'est à toi. Faut juste, voilà. Vous m'entendez? Oui. Non, vous m'entendez pas. Oui, c'est bon. Si, on t'entend. Ouais, donc bonjour, je m'appelle Jean-Baptiste Kempf, ça fait maintenant 18 ans, 20 ans que je fais de la vidéo, notamment sur les projets VLC et FFmpeg X264. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'intégralité de la vidéo qu'on trouve dans le cloud et sur tous les sites web est gérée par ces projets open source. C'est-à-dire que soit ce qu'on voit sur Facebook, sur YouTube ou Twitch, tout fonctionne autour de projets open source. C'est intéressant parce que c'est une des seules, c'est un des seuls domaines du cloud où en fait maintenant il y a pas quasiment plus de concurrence non open source. Et toutes les solutions un peu propriétaires qui existent, en tout cas la grande majorité, sont basées en partie sur ces solutions. Mais c'est vrai que le problème de la vidéo, c'est qu'aujourd'hui, il faut des ressources importantes pour faire du transcodage. On pensait il y a quelques années qu'on allait se focaliser sur quelques formats, et de fait, on se rend compte que ce n'est pas le cas. Donc, il faut beaucoup de puissance, il faut donc des infrastructures importantes et surtout qui soient capables de scaler en fonction de ce dont vous avez besoin à certains moments. Donc, l'importance des cloud providers est primordiale et surtout d'être capable d'avoir des solutions qui marchent pour faire de la vidéo. Voilà. Donc, je suis très content d'être là pour introduire ce séminaire, ce webinaire, et puis je laisse la parole aux experts. Merci beaucoup, JB. Je précise avant de se lancer dans les présentations que vous avez la possibilité de poser des questions. Donc, dans l'interface de Livestream, il y a une partie chat. Donc, posez plutôt les questions dans la partie questions qui est dédiée aux questions, comme son nom l'indique. Et nous allons garder du temps à la fin pour y répondre.
Tu es libre de nous quitter. Merci beaucoup de ton intervention. Et donc, je vais passer la parole à Emmanuel Frère qui représente l'entreprise Blaststream. C'est une startup spécialisée dans le streaming qui propose un service cloud à ultra faible latence qui permet aux entreprises de disposer d'un dispositif tout en un pour la production et la diffusion de vidéos en direct sur le web. Et donc, Emmanuel, je te laisse prendre la main sur les slides et présenter votre activité en quelques minutes. Merci James, et merci pour l'invitation. Comme tu l'as résumé, Blaststream, c'est une solution de live streaming cloud. L'idée, c'est de pouvoir à la fois produire un live et le diffuser directement sur le web. C'est une solution qui existe depuis 2019. Alors historiquement, on avait une première société, on a fait du live depuis 2006 et depuis les technologies RTMP et surtout Flash, on a vu évoluer le secteur. Ça répondait à la base à un besoin en fait hybride, c'est-à-dire de pouvoir intégrer facilement un speaker à distance avec un studio avec une captation classique. Et puis de fur et à mesure, nous on a adressé la captation effectivement hybride, mais aussi tout ce qui est digital, comme on peut le faire maintenant lors de ce webinaire. Donc ça se présente un peu comme une solution de visioconférence sur laquelle on a ajouté des fonctionnalités de réalisation live, titrage animé, la possibilité de créer ses propres scènes, la possibilité de gérer ses intervenants, d'avoir des effets aussi de transition entre les différentes scènes. Donc, une sorte de mini OBS dans le cloud, piloté directement depuis le web. Alors, ça ressemble un petit peu à ce que peut faire StreamYard ou Restream chez des concurrents américains. Nous, en revanche, on va plutôt se focaliser sur la partie marque blanche, c'est-à-dire qu'on ne va pas s'adresser directement à des streamers, on va plutôt s'adresser à des sociétés qui souhaitent intégrer un système tout en un de production et de diffusion de live streaming. Donc, on a une API, on fournit des SDK qui vont pouvoir contribuer facilement à l'intégration de notre technologie à l'intérieur d'une plateforme de gestion d'événements, qu'elle soit hybride, digitale, etc. Et alors effectivement, la plupart de nos use cases, ça va plutôt être des webinars. Ça peut être aussi du spectacle vivant, mais aussi, par exemple, on a travaillé avec Orange 5G Lab pour la diffusion et la production d'une course de voitures téléguidée. Et donc on avait installé des caméras sur les voitures et on faisait la réal directement sur Blaststream. Alors en termes de technologie, pour ceux à qui ça parle, on a développé donc cette brique qu'on appelle MCU. Donc c'est-à-dire qu'à la différence des visioconférences type Zoom, Meet ou Teams, où chacun envoie son flux et en réception, on va tous recevoir un flux vidéo de chaque intervenant. Là, en fait, nous, on va les récupérer sur notre cloud et on va les mixer. C'est ce qu'on appelle un MCU. On va les mixer sur notre serveur et derrière, en fait, en sortie, on va avoir qu'un seul flux qu'on va pouvoir récupérer donc pour les viewers en WebRTC, en HLS. Enfin, tout dépend de comment on veut paramétrer son stream. On va pouvoir aussi l'enregistrer et le diffuser sur des plateformes de type Twitch, Facebook Live, LinkedIn, etc. Voilà pour la techno. Au niveau de nos besoins et ce pourquoi on s'est tourné vers le cloud. Alors on a plusieurs besoins. On a besoin de ressources garanties. Il faut savoir que notre technologie impose des contraintes en termes de charge CPU. C'est-à-dire que le fait de récupérer des flux vidéo et de les mixer, de les fusionner sur le cloud impose effectivement des grosses contraintes CPU. On a aussi une contrainte de bande passante, c'est-à-dire qu'on va devoir diffuser à un large public ce flux vidéo. Et aussi, on a voulu avoir une philosophie un peu ce qu'on appelle no noisy neighbor, c'est-à-dire pas de voisins bruyants dans le sens où quand on démarre un stream sur Blaststream, on va être sur une instance à ressources garanties.
Voilà, on n'a pas un service qui est mutualisé entre ces streams. On va à chaque fois offrir une ressource garantie. Notre contrainte aussi, elle était par rapport à nos clients et des besoins de contraintes légales type RGPD, etc. Et donc, on s'est orienté vers un cloud européen, et en l'occurrence français. Voilà, ce qui nous a permis de livrer un système, un service de live streaming cloud 100% français, parce qu'effectivement nous aussi on a tout développé en interne, bien sûr basé sur des librairies open source comme l'a dit Jean-Baptiste, notamment FFmpeg. Voilà, on a aussi des contraintes en termes de rapidité d'exécution. Il faut savoir que on a un système de serveurs disponible. Quand on lance un stream, ce serveur est occupé et pour pouvoir être réactif, on va du coup reprendre des instances derrière qui vont nous pouvoir à chaque fois d'absorber la demande. Et pour ça, on a vraiment de grosses problématiques de mise à disposition d'instances. Et en l'occurrence, sur Scaleway, ce qui est bien, c'est qu'on a une moyenne de 25 secondes de mise à disposition d'une instance. Alors, dès l'instant où on va la commander via l'API Scaleway, on va la récupérer prête à l'emploi au bout de 25 secondes. Ce qui est pour nous super confortable pour nos clients et nos end-users. Super, voilà. Emmanuel, merci beaucoup. Je dois vous couper pour respecter le timing, mais on pourra revenir notamment sur les points 25 secondes de mise à disposition des instances. C'est un point super intéressant. Ensuite, on va passer la parole à Geoffrey. Donc, StreamFizz est une solution qui est développée par la société Webcastor. Donc, Geoffrey, à vous de nous en dire plus. Merci, James. Eh bien, bonjour à tous. Donc, je me présente, Geoffrey, donc responsable de développement sur l'application StreamFizz. Alors, StreamFizz, c'est quoi? Alors, StreamFizz, c'est une plateforme complète de gestion des médias et de diffusion en direct qui permet aux équipes d'héberger, de partager, de diffuser et de mesurer l'impact de leurs vidéos et de leur diffusion en direct. Donc, sur ce slide, je vous ai extrait quelques modules, quelques fonctionnalités que permet StreamFizz. Parmi ceux-là, on peut évidemment permettre l'upload de vidéos et leur stockage en fait via une bibliothèque VOD qui est gérée sur StreamFizz. Donc, on peut organiser ces vidéos au sein de la bibliothèque. On peut diffuser des événements en direct, donc directement depuis l'application StreamFizz. Qui permet ça, qui permet aussi des passerelles vers des directs sur les réseaux sociaux de manière quasi automatique. Et en fait, StreamFizz, pour chaque contenu vidéo, va générer en fait une page de lecture publique pour permettre le visionnage aux spectateurs. Aussi un peu avec une idée de marque blanche où cette page de lecture est en fait complètement personnalisable. On a différents modules. On a par exemple des modules d'interaction qui sont utilisés pour faire interagir les visiteurs sur un événement en direct, notamment un chat très personnalisable, des modules de sondage où on va injecter des sondages en direct sur la vidéo pour faire participer les spectateurs. On a aussi par exemple un module Web TV. Donc un module Web TV, c'est une sorte de mini-site, de mini-CMS. Donc c'est encore une autre manière en fait de mettre en valeur toutes les vidéos qui sont sur StreamFizz. Puis un petit dernier, on peut aussi permettre la confidentialité, c'est une chose très importante pour nos clients, donc on permet vraiment beaucoup de granularité à ce niveau-là pour contrôler si ces vidéos seront disponibles via inscription, via liste restreinte, via une plage d'IP autorisée en amont, via un mot de passe unique. Voilà, ça permet vraiment un peu tout ça. Donc là, c'est vraiment une synthèse, mais si vous voulez plus d'informations, vous nous trouverez très facilement sur Google et puis on sera ravis de faire une présentation plus exhaustive. Donc ensuite, je vais m'attarder, si j'arrive à bouger le slide, oui, sur les besoins cloud. Alors désolé, les flèches ont un peu bougé, elles sont un peu grossies, mais en tout cas, l'idée est là. En fait, un des besoins crucial pour StreamFizz et pour ses clients, c'est de maintenir au maximum le contrôle sur les vidéos envoyées par nos utilisateurs, en veillant en fait à ce qu'elles ne soient pas envoyées vers des services ou des serveurs situés en dehors de France. Donc c'est pour cette raison en fait que StreamFizz a développé en interne toute notre logique d'encodage.
Donc là, je vous ai fait un petit schéma vraiment ultra simplifié de ce qui se passe quand un utilisateur upload une vidéo. En fait, la vidéo va être uploadée directement sur un object storage, donc au sein de Scaleway, un serveur S3, privé bien sûr, pour des raisons de sécurité. Et ensuite, on va en fait avoir notre pool GPU qui est déployé au sein d'un private network, encore une fois pour des raisons de sécurité. Et tout ça est donc 100% hébergé sur Scaleway dans une zone FR par 1. Donc vraiment tout ça se situe en région parisienne. Et en fait, le GPU, notre pool GPU, va tout simplement aller télécharger les vidéos depuis l'object storage, va faire sa petite popote interne pour encoder la vidéo. Une fois que tout ça est terminé, on va uploader les vidéos encodées sur notre object storage. Et en fait, on va vraiment avoir les consommateurs finaux qui vont être les visiteurs de nos utilisateurs qui, eux, vont consommer la vidéo directement depuis l'object storage chez Scaleway. Donc, pour des raisons de performance assez évidentes, on a un CDN qui vient se caler entre les visiteurs et l'object storage. Donc là, pour l'instant, il est externe à Scaleway, mais je sais que c'est dans les cartons de Scaleway, donc on suivra ça avec grand intérêt. Donc ça, c'était un des premiers points, vraiment maintenir c'était vraiment pour vous montrer le scope des données, qu'elles restent en France sur toute la partie encodage vidéo. Et un autre besoin, c'est forcément de pouvoir encoder aussi rapidement que possible, mais surtout en minimisant les coûts. Parce qu'on sait que dès qu'on commence à encoder des vidéos sur du CPU ou du GPU, ça coûte vite cher. Donc en fait, nous, on a pallié à ce besoin en déployant notre encodage au sein d'un Kubernetes capsule K8s. Et en fait, lui, il nous permet de gérer le scale-up et le scale-down automatique de tous les GPU. En fait, on a une app orchestrateur qui fait un peu office de cerveau, qui va analyser certaines données clés de la vidéo du client et va dire, pour encoder cette vidéo, on va avoir tant de jobs à faire. C'est en fait une multitude de jobs d'encodage qui sont exécutés en parallèle pour chaque résolution, pour les miniatures, pour l'audio, etc. Et en fait, le K8s nous permet vraiment de monter, suite à un algorithme interne, le nombre de transcodeurs dont on a besoin pour encoder. Et surtout, le point crucial, c'est que dès qu'un GPU n'a plus rien à faire, ou en tout cas peut re-switcher une partie du workload sur un autre GPU, il va le faire. Et en fait, ça nous permet à aucun moment d'avoir un GPU qui tourne et qui ne fait rien. Donc vraiment une optimisation des coûts qui est très importante pour nous. Si le GPU tourne, c'est forcément qu'il est utilisé. Donc voilà, pour une petite vision rapide de nos besoins cloud, mais je pense qu'on y reviendra un peu plus tard. Mais voilà, c'était la vue d'ensemble sur nos besoins cloud principaux, en tout cas. C'est super intéressant, Geoffrey. Merci beaucoup et d'avoir tenu en peu de temps. Et c'est super, ça donne plein de points qu'on pourra approfondir tout à l'heure. J'avais mis mon chrono pour ça. J'ai respecté mon chrono. Je suis obligé d'être un peu scolaire là-dessus. Je suis désolé. Ensuite, donc, ça va être le tour de notre troisième et dernier intervenant. C'est François de Empreinte. Donc, c'est parti. Bonjour à tous. Empreinte est une boîte connue des professionnels, peut-être moins du marché. On est le découvreur de la vidéo, un peu comme Jean-Baptiste. Empreinte, c'est une histoire qui a commencé en 1989, donc c'est le siècle dernier, c'est l'époque des dinosaures. On a commencé la vidéo numérique sur les CD-ROM de Wanadu qu'on produisait. On a donc connu toutes les couches de vidéo et tous les événements autour de cette technologie. La boîte vient de la production audiovisuelle, du conseil, et est passée de l'autre côté de l'écran. Notre historique, donc, ça a été de faire les premiers webcasts en 97, les premières web TV en 99, de découvrir l'alliage de l'image et de la vidéo, ce qu'on appelait le rich media de CETO en 2003, de traiter le multilangue à travers des centres de congrès internationaux, de déployer des solutions pour les intranets, donc des solutions hybrides, à la fois sur le cloud et dans les réseaux d'entreprise. Et on a une largeur d'offres puisqu'on va jusqu'à l'affichage dynamique, jusqu'au webinar. Voilà, c'est ce qu'on appelle une solution vidéo universelle, mais on la veut aussi industrielle parce qu'elle doit se déployer facilement et se gérer facilement. Ça fait 12 ans donc on a cette collaboration avec Scaleway qui nous satisfait. Et très clairement dans cet échange qu'on a, il y a des allers-retours parce que la techno n'arrête pas de bouger, les usages n'arrêtent pas de bouger. Aujourd'hui, on est quoi? On est une archi hétérogène hybride parce que chez certains clients physiquement et sur le cloud, hétérogène parce que les clients ont des besoins différents et on avance tout ça
dans la perspective non simplement d'un système universel, mais d'un système résilient, donc vraiment dans la vision multi-cloud, et de gérer beaucoup d'effets de bord qui existent sur Internet, donc réduire les délais de mise en production, élever les niveaux de sécurité, optimiser les délais de mise en œuvre, partager les ressources entre les serveurs, entre les opérateurs, avoir une meilleure gestion des réplications, avoir aussi une perspective d'opération plus économe et maîtrisée, etc. Et on est donc un PaaS, une plateforme as a service sur cette thématique qu'est la vidéo. 3 exemples d'usage dit complexe ou élevé. C'est un client qui est un industriel mondial français. On a 70 000 usagers en temps réel, voilà, à peu près sur les 5 continents. Architecture hybride. Un autre client où il y a 3000 lives multilangues, 3-4 langues par an. Architecture hybride également. Diffusion à 3 niveaux, interne, externe et renforcement CDN mondial. Et un autre client qui a 16 000 vidéos, qui est une toute petite structure, et là, il faut vraiment qu'on fasse des économies d'échelle pour eux, pour nous. Donc, on gère, grosso modo, si on doit résumer, 3 choses: la complexité, la sécurité, puisqu'on intervient pour des personnes qui disent ou qui font des choses sensibles, et les garanties à la fois dans les délais d'intervention, le SLA et le support. Alors, la souveraineté, de temps en temps, je pique des coups de gueule. Il y a des éditos sur Internet, notamment le Journal du Net à ce sujet, parce que le mot est un peu tarte à la crème, mais disons que l'objectif est incontournable si on veut être indépendant, et je préfère parler d'indépendance, mais c'est de toute façon un prérequis pour les applications sensibles et surtout hybrides, et c'est un enjeu de compétitivité pour nos emplois, si tant que, depuis 30 ans qu'Empreinte est là, c'est une entreprise à impact. J'ai vu que plus de 40 000 emplois s'étaient créés sur ce secteur, j'en suis très heureux. Je regrette juste qu'entre confrères, on se parle pas assez, parce que cette conscience d'être un peu le Silicon Valley de la France sur la thématique vidéo est très importante. C'est là qu'on va créer, à mon avis, dans les années qui suivront, une belle énergie et un beau marché. Les enjeux de compétitivité, pour nous, c'est donc d'être autonome, je le dis clairement, et d'être aussi compétent que les entreprises outre-Atlantique ou Pacifique, parce que nous avons des talents dans ce pays et des applications qui sont utilisées mondialement. La durée aussi, c'est important de savoir durer, ménager sa monture, croiser de beaux horizons, se rencontrer. Ça permet de croiser les exigences, l'état de l'art, les fonctionnalités, mais ça permet aussi de renforcer les processus parce qu'il y a besoin de temps. Je crois moins aux entreprises qui vont trop vite, je crois bien aux entreprises qui prennent le temps et d'améliorer sans cesse nos offres avec nos partenaires et clients. Et entre autres, d'être partenaire auprès de nos clients, mais aussi auprès de Scaleway depuis 12 ans. Voilà. C'est magnifique. Merci beaucoup, François, et à nos 3 speakers. Donc, on va passer à la partie Q&A entre nous dans un premier temps et avec Fabien qui va se joindre à nous pour la partie technique. Moi, je voudrais commencer par une question non technique, mais qui vous concerne tous. François vient d'en parler, la souveraineté ou le fait de, disons, l'autonomie ou l'indépendance. Pourquoi c'est particulièrement important dans la vidéo de tout faire soi-même, made in France, et pas sans s'appuyer sur des solutions non européennes, disons. François, ça semble être une valeur très importante pour Empreinte. Oui, c'est déterminant parce que je vais être très très pratico-pratique. Quand on a une entreprise qui possède une partie des processus dans son réseau intranet, LAN, WAN, réseau étendu, on a plein d'informations sur ce qui s'y passe, sur qui sont les gens, sur leurs fonctions. Et même si on ne voit pas le contenu, on peut déterminer énormément de choses. Et ce que les gens ne savent pas, et nous, techniciens du domaine audiovisuel, on le sait, on le maîtrise, et du cloud, c'est que notamment, pour le séminaire qu'on fait là, je ne vais pas trahir de secret, je vais dire simplement que certains serveurs sont off-state, que par conséquent, on connaît un certain nombre de prérequis sur les réseaux. Moi, je suis derrière un firewall, etc.
Et donc, il y a une découverte réseau qui se fait avec des services de découverte, et ça donne des informations sensibles sur le réseau. Les gens ne veulent pas regarder ça, les DSI veulent pas regarder ça. Par contre, quand on commence à leur dire, il y a des impacts sécurité, il y a des impacts cybersécurité, hein, c'est pas simplement sécurité, il y a des impacts informationnels sur l'entreprise, là, ils commencent à regarder. Et en fait, la vidéo est un processus très hétérogène, dans lequel on a des flux de signalement, dans lequel on a des acquiescements via des sockets et autres, dans lequel on a des découvertes d'IP, dans lequel on a des traces, et évidemment essayer de maîtriser le mieux possible le périmètre et les périmètres cloud et entreprises concernées utilisant le cloud, c'est déterminant pour sa sécurité. Super. Geoffrey, pardon, vous en avez parlé aussi, c'est pour vous, c'est primordial que les vidéos de vos clients ne sortent jamais d'Europe. Pourquoi? Exactement. Bah, c'est en plus un vrai argument de vente quand on dit à nos clients qu'au moment où ils uploadent la vidéo sur StreamFizz, on sait où va la vidéo en fait. On a le contrôle de A à Z, on sait que la vidéo reste en France, on sait qui l'encode, on sait où elle est encodée, où elle est uploadée. Donc le client n'y pense pas forcément, mais une fois qu'on lui dit, ça a une tendance quand même à le rassurer. Ou c'est pas comme quand on upload une vidéo sur YouTube ou autre, où là en fait on upload la vidéo, mais ce qui se passe derrière finalement ça reste très flou, c'est une grosse boîte noire. Et là le fait de dire que la vidéo elle reste en France en plus de le faire en interne chez nous, d'avoir le contrôle dessus, c'est vraiment un argument qui rassure en fait. Qui rassure, savoir que sa vidéo ne partira pas n'importe où et garder le contrôle dessus. Super, c'était la même chose pour Blastream, Emmanuel? Ça rassure? Ça rassure. Bah, c'est même en fait mandatory pour certaines sociétés, parce qu'effectivement les DSI, les services informatiques de certaines sociétés aujourd'hui, en France en tout cas, pour certains, l'imposent. Et nous, ça nous va très bien. Au contraire, on préfère travailler avec des personnes qui sont à côté de nous, avec qui on peut parler aussi, ce qui n'est pas toujours le cas justement de structures non européennes. Et voilà, c'est à la fois un argumentaire commercial, mais aussi technique, et ça a une vraie valeur ajoutée pour nous en tant que start-up. Super. Comme ça, on nous voit un peu mieux. Emmanuel, vous avez aussi parlé de l'importance de la rapidité de mise à disposition des instances. Vous avez cité 25 secondes. Pourquoi ça, c'est important? Et je fais juste une pause pour, avant qu'on aille plus loin, si jamais il y a des personnes dans l'audience qui ne s'y connaissent pas en vidéo, peut-être qu'il y a des termes... Des acronymes qui est juste penser à les expliquer si jamais. Donc, est-ce que vous pouvez expliquer un cas où vous avez besoin d'une instance de Skyway sous 25 secondes? Ouais, alors voilà, pour reprendre un peu mon explication, c'est que voilà, aujourd'hui, nous, chaque stream, c'est sur des ressources garanties, donc une instance ou voilà, ce qu'on peut appeler un serveur virtuel. Parce qu'on a des besoins d'encodage et des besoins de ressources CPU qui doivent être garantis et qui sont nécessaires voilà, pour notre solution. On va éviter d'avoir justement une vingtaine tout un pool de serveurs qu'on va payer tous les mois et qui va nous servir que 10% du temps. Nous, ce qu'on souhaite avoir, c'est justement, se servir de cette philosophie cloud où on va pouvoir récupérer de la ressource de façon quasi instantanée, de façon à ne pas consommer de ressources. Alors, c'est à la fois intéressant économiquement, mais aussi sur l'aspect de tout ce qui est environnemental. Voilà, on ne va pas consommer de ressources qui ne nous servent à rien. Typiquement, nous, on a des événements qui sont plutôt situés dans la semaine, le soir, la nuit. La nuit, effectivement, en France, on a beaucoup de clients en France et européens, mais très, très peu ailleurs. Et le week-end, on ne va pas avoir besoin de ressources. Et donc, ça va nous permettre de couper ces ressources. On ne va rien consommer.
Et par contre, en revanche, la semaine, quand on a des clients qui se servent de notre solution, on va avoir des ressources disponibles. Ces ressources disponibles qu'on met à disposition, elles sont des fois pas suffisantes à l'instant T. Et donc, on va avoir besoin de monter une ressource et qu'elle soit disponible très, très rapidement. Donc, plus elle est disponible rapidement, mieux c'est pour le client final. Super. Et c'est ce type de disponibilité, de flexibilité, Geoffrey, dont vous avez besoin aussi c'est votre combinaison de Kubernetes et GPUs. C'est grâce à ça que vous y arrivez? Ouais, tout à fait. Nous, on utilise vraiment Kubernetes pour ça avec l'autoscaler qui est natif à Kubernetes, et il nous permet en fait de définir, sans rentrer trop dans la technique, mais un minimum de réplicas, c'est-à-dire un minimum d'applications qui vont tourner sur des instances. Donc en fait, en tout temps, on aura ce minimum d'instances qui généralement est un peu le minimum syndical pour que l'application tourne. Et dès lors que Kubernetes va recevoir de la charge, en fait, on va avoir des indicateurs, le CPU va monter ou la RAM va monter, et automatiquement, l'autoscaler va aller allumer des instances automatiquement en plus. Et en fait, ça nous permet vraiment d'avoir une élasticité qui permet de gérer les pics, chose très importante, parce qu'on ne veut surtout pas que ça plante pendant un moment de pic, c'est primordial. Et l'autre point primordial, c'est aussi des économies de coûts. Donc, ça nous permet... en heure creuse ou le week-end ou quand ça tourne pas, on redescend au minimum. Et voilà, c'est vraiment c'est géré de manière automatique, et c'est ça qui est vraiment le plus pratique. Après avoir été paramétré, forcément, il y a quand même tout un travail de configuration à faire avant, mais une fois que c'est bien mis en place, on a quand même une certaine robustesse sur la production. On reviendra à la partie GPU. François, est-ce que vous aussi vous vivez des grosses variations de charge? Est-ce qu'il y a des exemples où la flexibilité du cloud vous permet de résoudre pas mal de problèmes? Je vais mettre un peu de fraîcheur en donnant des exemples psychiatriques. On est à la fois schizophrène et bipolaire quand on fait ce métier. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on essaye de faire, c'est mieux avec moins. J'ai résumé. Oui. Alors, en fait, l'année dernière, plus 16%, et cette année, plus 40% de chiffre d'affaires, donc plus de clients, plus d'opérations. Et l'année passée, 50% de réduction de facture Scaleway. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai tout de suite été voir mes correspondants Scaleway en disant « Vous inquiétez pas, on n'est pas parti, on est toujours partenaire, vous êtes toujours notre cœur applicatif, mais c'est simplement qu'on a mieux géré. » Donc, il y a ce paradoxe. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a cette double mission de faire mieux avec moins. Moins, on a une chance extraordinaire. Je le dis à tous mes confrères, il faut vraiment qu'on se réunisse et qu'on le fasse savoir et qu'on se réunisse pour ça. Le mix énergétique en France est fabuleux. Il est 7 fois moins coûteux qu'aux États-Unis. 16 fois moins que dans d'autres pays, que je ne vais pas citer parce qu'ils sont pas loin, nos alliés. Moins intense, non carbone. Polluant. Oui. Et effectivement, la deuxième mission, c'est aussi de moins consommer parce que ça veut dire moins de matière abiotique, l'extraction des terres rares, avec des peuples qui, tant pis, je fais faire l'humaniste, qui souffrent avec des petits-enfants qui récoltent les minerais, etc. Bon. On se doit d'être vertueux, pas simplement parce qu'on est écolo, mais parce qu'on est responsable. Moi, j'aime bien le terme responsable. C'est-à-dire qu'on ne doit pas consommer comme des cochons. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est qu'il faut qu'on soit tout le temps disponible, et nos clients, je dis nous parce que c'est le cas pour Emmanuel et Geoffroy, nos clients nous demandent d'être aussi bons que YouTube ou Zoom. Alors je les rassure, on est meilleur. On est meilleur parce que d'abord on fait des trucs qu'ils font pas. C'est-à-dire qu'on répond à la demande au téléphone et qu'on fait les choses exactement comme ils le veulent. On est meilleur parce qu'on consomme beaucoup moins, et on est meilleur parce qu'on a une sécurité à d'autres points que les leurs. Alors ça ne veut pas dire qu'on a 200 personnes en termes de sécurité, mais nous, on a des clients face à nous qui ont des troupes sécurité qui inspectent en permanence. Donc on répond à ça, et je dirais que l'optimisation de la réplication, la gestion intelligente des répartitions,
la gestion en temps réel, les opérations multi-opérateurs, la reprise d'activité transparente, la gestion de la montée en charge, le passage à la technologie objet, etc., permettent d'économiser considérablement et permettent d'avoir des applicatifs de plus en plus fiables. Voilà. Donc c'est à ça qu'on doit bosser. Super. Est-ce que, Fabien, juste pour te faire intervenir, est-ce que c'est quelque chose, ces demandes de flexibilité, d'optimisation des ressources, c'est quelque chose que tu entends souvent de la part de nos clients Alors effectivement, c'est vrai que c'est pas spécifiquement aux clients médias. Effectivement, la plupart des clients sont sensibles de toute manière à une notion de FinOps et une notion de scale-up ou scale-down des ressources. Donc effectivement, côté Scaleway, on aura différentes façons de gérer ces scale-down et scale-up. Donc effectivement, soit via du Kubernetes, soit via du serverless. Prochainement également sur la partie instance, on est en train de travailler dessus pour justement apporter cette fonctionnalité-là qui est pour l'instant manquante. Effectivement, ce sont des sujets qui sont importants. Et effectivement, Scaleway met un point d'honneur à y répondre justement en termes de facilitation côté client, pouvoir consommer comme ils souhaitent, quand ils veulent, et effectivement, comme le disait Emmanuel, assez rapidement en termes de temps d'allumage des ressources, de disposition des ressources. Effectivement. Je pense à Geoffrey, l'exemple que vous m'aviez donné quand on a parlé pour le bug de Scaleway, que c'est en passant GPU de Scaleway, Streamfeed est allé 4 fois plus vite en dépensant 4 fois moins. C'est vraiment le passage. Vous pouvez nous en dire un peu plus? C'est un super exemple. C'est vrai que notre encodeur maison initialement était donc développé, en tout cas déployé à la main, beaucoup plus manuellement. C'était vraiment la V1, donc il y avait cette facette manuelle et en plus qui tournait sur des CPU, donc qui était donc relativement cher parce que les CPU ça monte vite et pour encoder de la vidéo de manière assez rapide avec des CPU, il faut vite monter très haut. Donc en fait dans notre V2, on a fait le choix de partir sur des GPU et on est tombé sur un ratio performance qualité-coût qui nous convient. Donc les GPU en effet mettent un peu plus de temps à démarrer par rapport au CPU. Forcément il y a un peu plus de temps, il y a beaucoup de plugins NVIDIA à aller chercher, etc. Mais ce temps d'allumage, en tout cas pour nous, a été comblé par le fait que les tâches vidéo sont beaucoup plus rapides. Et plus le Kubernetes qui arrivait avec le scale-up, scale-in via l'autoscaler, en effet, on est allé 4 fois plus vite pour 4 fois moins cher à qualité quasiment égale qu'avec les CPU. Ok, et c'est les GPU 3070. Alors pour l'instant, on utilise les 3070 pour la vidéo. On utilise les RenderS pour faire de la transcription, parce que maintenant on fait de la transcription automatique. Sur chaque vidéo uploadée, on va aller générer un transcript et créer des sous-titres automatiques. Et donc la RenderS fonctionne mieux sur les transcripts que la 3070. Mais là, depuis quelques semaines, avec la sortie des L4, on est en train de tester, on est en phase de test sur notre pré-prod. Donc les résultats sont plutôt encourageants. Là, on arrive à une qualité égale, à un temps d'encodage quasi égal, mais avec un coût moindre, parce que les L4 sont légèrement moins chers et sont surtout facturés à la minute. Donc nous, la facturation à la minute, en fait, c'est vraiment quelque chose de très important pour nous, parce que les GPU facturés à l'heure, on doit rajouter un peu plus de gestion, parce qu'on ne peut pas se permettre d'allumer un GPU, qu'il encode sa vidéo en 10 minutes et qu'il se coupe. Parce que si on doit la rallumer, on va recharger pour 1 heure. Donc on avait toute une logique pour regarder la date à laquelle le GPU a démarré et ne surtout pas l'arrêter avant qu'on arrive 5 minutes avant la fin de l'heure. Donc avec la facturation à la minute sur le L4, pour nous, c'est vraiment moins cher, plus facile à gérer, donc c'est vraiment tout bénéfice. Et d'ailleurs, petite question par rapport à ça, vous évoquez la partie passage CPU vers GPU. Justement, c'est un des débats qu'il y a sur le marché actuellement, de savoir comment choisir l'instance qui correspond vraiment à votre besoin. Est-ce que parmi vous trois, donc, vous pouvez un peu décrire le choix que vous avez fait, comment vous l'avez pensé, et justement vers quel GPU ou CPU vous êtes orienté. Il y a aussi la partie ARM qui fait de plus en plus de bruit sur la partie marché. Vous avez des feedbacks par rapport à ça? Nous, on a eu plusieurs débats GPU, CPU. Alors en fait, on constate quand même qu'à finesse d'encodage, le GPU est pas plus performant que le CPU.
Ça, c'est un constat qu'on fait. Je dirais que le GPU va plus vite, mais sur certaines choses, parce qu'il va plus vite, il fait moins bien. Et quand on veut traiter les 20% qui restent, on a 80% d'énergie à dépenser en trop. Donc on est resté sur un territoire de raison avec pour certains clients spécifiques qui ont des vidéos spécifiques, des processus spécifiques, mais on reste majoritairement au CPU parce que ça se gère le CPU, ça se dresse pas mal du fait que c'est assez virtuel. Hein, on est dans ce contexte. Alors que le GPU reste quand même assez physique. Je reverrai ma définition le jour où on fera du virtuel avec du GPU plus conséquemment, plus consistamment. Voilà. Mais par contre, évidemment, pour certains processus, notamment d'intelligence artificielle, le GPU est premier, hein, c'est évident. Voilà. Mais pour l'encodage vidéo, je pense qu'il n'y a pas de débat tranché. C'est ce qu'on considère aujourd'hui. Emmanuel, votre point de vue sur CPU versus GPU? Ouais, alors nous, de notre côté, ce qu'on a pu constater sur l'encodage temps réel, c'est qu'avec le GPU, on peut effectivement augmenter la puissance d'encodage, c'est-à-dire que là où sur du CPU, on peut aller jusqu'à du 1080p, 30 fps. C'est un exemple, hein, mais j'ai pas exactement les données en tête. Mais sur du GPU, on peut vraiment monter sur plus haut en termes de format, type 2K, 4K. Alors après, c'est pareil, c'est pour des besoins spécifiques parce qu'aujourd'hui, dire qu'on va streamer de la 4K sur du web, ça n'a pas beaucoup de sens. En tout cas, en direct. Et c'est là où effectivement ça peut être un argumentaire marketing, mais derrière ça a des impacts environnementaux qui sont pas sans conséquence si on se mettait à diffuser de la 4K à tour de bras sur le web. Mais en tout cas voilà, sur des cas spécifiques, le GPU nous aide à proposer de l'encodage 4K avec pareil en termes de frames par seconde. On peut aller beaucoup plus haut. On peut de toute façon faire le test pour ceux qui streament avec OBS. Hein, ils peuvent choisir l'encodage CPU ou l'encodage GPU. Et voilà, ils peuvent faire le test. On verra qu'on peut optimiser, aller plus loin en termes de qualité à l'aide du GPU. Donc c'est pareil, on est plutôt CPU sur la plupart de nos use cases, mais sur certains, on va basculer vers du GPU pour offrir plus de qualité et aussi potentiellement dans certains cas c'est pas mal d'avoir un GPU pour justement délocaliser certains processus et profiter du CPU pour faire autre chose. C'est vrai que j'ai pas précisé, c'est vrai que nous en fait on utilise le GPU pour la partie VOD, mais sur toute la partie streamée en direct, c'est un service externe et là en effet c'est du CPU qui est derrière. Et en fait pour les VOD, nous on n'a pas détecté, on a en effet un peu moins de qualité, mais c'est vrai qu'on l'a pas détecté à l'œil nu. C'était vraiment très subtil, donc c'est pour ça qu'on a choisi de poursuivre avec le GPU, en tout cas à l'instant T. Donc en fait on a trois acteurs, trois pratiques différentes. C'est ça illustre le marché. Je réagis pas parce que c'est vraiment des combats qui sont stériles en affrontement, qui sont intéressants en échange intellectuel. On a tous des expériences différentes et des technos différentes aussi. Donc voilà, trois versions. Et qui sont pas figés en plus, ça évolue sans cesse. Et qui sont pas opposés, contrairement à une simple lecture. Vous êtes notamment 2 sur 3 à utiliser Kubernetes et si Emmanuel pourrait peut-être nous dire comment on fait de l'orchestration sans, mais je voulais juste en profiter aussi avec Fabien pour parler du fait que pour le côté CPU, on vient d'intégrer les nœuds ARM sur notre offre Kubernetes. Fabien, est-ce que Ouais, alors très rapidement, effectivement. Élaborer un peu pourquoi ça pourrait être intéressant pour la vidéo et laisser nos speakers donner leur avis. Ouais. Alors, effectivement, la partie ARM, effectivement, c'est une architecture processeur qui est un petit peu, on va dire, simplifiée par rapport aux architectures x86 qu'on connaissait historiquement. Mais effectivement, elles ont l'avantage d'être, d'un point de vue efficience,
beaucoup plus intéressantes sur certains cas d'usage qui ne nécessitent pas la complexité dans les instructions. Effectivement, on a intégré récemment ces instances ARM, donc il y a environ quelques mois en arrière, et plus récemment, on a mis à disposition ces processeurs ARM dans nos clusters Kubernetes, donc Capsule ou Cosmos. Effectivement, maintenant, il y a la possibilité de venir directement intégrer ces nœuds dans des pools côté Kubernetes et d'avoir justement de l'autoscaling par rapport à ça. Et effectivement, le débat qu'on avait là par rapport à la partie GPU, CPU, il est également en train d'arriver sur la partie ARM, qui est un nouvel acteur, effectivement, qui peut avoir amené des cas d'usage intéressants par rapport à la partie encoding et decoding versus le GPU. Effectivement, c'était en ça que lançait effectivement le débat. Effectivement, ces choses ne sont pas figées. Le marché est en constante évolution, cherche à adopter des technologies et des infrastructures qui sont un petit peu variées. Donc voilà, c'était vraiment si de votre côté, la partie ARM, c'était quelque chose qui arrivait de votre côté ou pas encore, peut-être que effectivement, c'est pas encore assez mature pour le marché que vous portez. Voilà, question ouverte par rapport à ça. Oui, la gestion des nœuds, c'est stratégique. C'est-à-dire que quand on est capable de granulariser l'architecture en termes de fonctions, de process sur les fonctions et des moments d'usage, on a quelque chose qui est beaucoup plus intelligent, qui fait un meilleur traitement, qui est plus sûr aussi, parce que la scalabilité, par exemple, elle n'est pas, quand vous avez d'un coup un doublement d'usage, elle n'est pas sur l'entier de l'architecture. Et ça dépend vraiment de la qualité d'écriture de l'architecture. Quand je dis l'écriture, c'est pas le logiciel, c'est l'écriture logique, c'est-à-dire c'est la façon dont tout ça est conçu. Et ça doit évoluer également, ce qui est une vraie difficulté. Tu le citais tout à l'heure également, c'est la partie architecture client-serveur qui évidemment est une grande avancée. Et je crois que les deux grandes avancées de 2023, c'est ça, c'est les nœuds et l'archi client-serveur qui permettent de faire beaucoup plus tolérant, beaucoup plus intelligent et plus économe. Ok, merci. Geoffrey et Emmanuel, peut-être que vous pourrez continuer dans la même lignée. C'est quoi la tendance clé de vidéo dans le cloud qui va marquer cet avenir, les quelques années à venir, à votre avis? On est encore sûr de rien. C'est vrai que pour repartir un peu sur l'ARM, nous, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore. On commence à faire un peu de R&D dessus. Je sais que la partie vidéo fait quelques tests, mais c'est vrai que c'est encore très jeune. On n'a pas encore vraiment de projection sur le futur pour ça. Donc, c'est encore un peu flou pour nous. Mais voilà. Non, de l'autre côté, il y a certainement des choses qui vont évoluer côté encodage. HEVC arrive. Il y a aussi AV1. On va certainement évoluer et il faudra évoluer avec. Il y a aussi l'aspect prédictif qui va certainement émerger. J'ai vu que Opus, je crois, avait inclus un peu plus de prédictif sur son codec audio. Ouais, ça risque de bouger de ce côté-là. Avec l'IA, vous voulez dire? Ouais, enfin avec avec la prédiction. Peut-être que certains encodeurs vont évoluer en reprenant ces concepts de prédiction. Mais c'est à surveiller. Je ne sais pas si derrière ce sera vraiment le cas ou pas. Ok. On va commencer. Pour répondre juste à ça, il y a effectivement en transversal, il y a l'intelligence artificielle et il y a les techno-cloud qui avancent. Mais je pense que le grand défi de la vidéo, c'est d'être écologique. Je le redis, nous on annoncera, on est en train de finaliser un certain nombre de travaux de recherche, une baisse de l'ordre de 50% sur la consommation, sur l'entier du cycle vidéo. Et je pense que c'est là que nous, acteurs de la vidéo, et particulièrement français avec un mix énergétique bas, on doit se positionner pour s'affirmer au marché et puis aussi lancer cette tendance internationalement.
Du coup, je profite pour rebondir sur ce que tu dis, François. En plus, tu as parlé tout à l'heure, effectivement, du fait qu'on est en France, on est pas mal d'acteurs de la vidéo. Faut savoir qu'effectivement, le projet open source FFmpeg est porté par Jean-Baptiste Kempf et pas mal d'acteurs de la vidéo en France. Et voilà, il y a VLC, il y a pas que ça, il y a aussi beaucoup d'ingénieurs qui sont français, qui travaillent pour des plateformes. Je fais partie de l'association Paris Vidéothèque et on organise ce soir un meet-up. C'est à Paris, au wagon, et justement le sujet c'est PVT se met au vert, et on va aborder justement toutes ces problématiques. Il y a notamment l'association Greening of Streaming qui va calculer mesure d'impact d'énergie sur le workflow d'un streaming. Il y a des intervenants de Bouygues Télécom, et en fait tout va être centré autour justement de l'impact environnemental de la vidéo et du streaming. Donc voilà, je peux mettre le lien sur le chat si ça intéresse. Voilà, en tout cas, ravi de se retrouver autour. Enfin, c'est vraiment fait pour networker, pour parler vidéo, pour tous les passionnés qu'on est. Voilà, et se retrouver en physique pour parler de tous ces sujets. C'est super intéressant, surtout quand on considère, j'aurais dû le préciser au début, à quel point une grosse majorité du trafic Internet, c'est de la vidéo. Donc, c'est super important d'optimiser, de réduire son impact le plus possible. Donc, petit coup de promo tout à fait bienvenu, et merci Emmanuel pour le lien dans le chat. On va commencer à conclure. On n'a pas eu de questions dans la partie questions, mais dans la partie chat, je voulais juste rebondir sur quelque chose. On a un spectateur qui a dit que c'est difficile d'entendre qu'il n'y a pas de différence de qualité entre GPU et CPU en ayant bossé dans l'encodage. Est-ce que c'est un débat qui est encore ouvert Après, je pense qu'aussi, tout est relatif. La perception de la qualité entre quelqu'un qui est dans l'encodage et un spectateur lambda, encore une fois, c'est relatif. Il y a des différences. Hein. Peut-être qu'il a rebondi sur ce que j'ai dit. On a des différences, mais en tout cas, nous, les différences ne nous ont pas contraints à retourner vers le CPU pour le moment, en tout cas. Donc, ça reste de la différence, en effet, mais peu perceptible, voire pas perceptible du tout chez certains. Donc, c'est là où je dis que ça reste relatif. Ça dépend de la source vidéo, ça dépend du fichier, ça dépend du type d'image. Hein, on peut pas généraliser, mais il y a différences visibles et différences non perceptibles, clairement. Mais c'est vrai qu'il y a une différence de qualité au sens de l'algorithme de traitement entre un GPU qui est relativement assigné et un CPU qui est relativement assignable. Voilà. Il y a forcément des différences aussi dans les procédés, hein, mais voilà, il y a une différence. Et comme le disait Emmanuel, ça sert à rien de regarder du 4K en streaming sur un ordinateur. Or, c'est souvent le réglage par défaut de pas mal de services de streaming. Je crois que YouTube fait quand même un petit peu attention maintenant dans certains cas. Il me semble avoir vu automatiser plutôt le bitrate moyen et pas tout de suite mettre vers du 1080p, me semble-t-il. Mais alors, moi, j'utilise le player de Canal+, et ils affichent très clairement, si vous baissez la résolution, ça va économiser entre 4 et 5 fois plus d'énergie, etc. Mais j'ai cherché le même réglage sur Netflix, c'est bien caché. Donc, c'est peut-être là qu'on peut avoir une différence française, je ne sais pas. C'est vraiment plus complexe que ça parce que il faut regarder la bande passante, il faut regarder ce que ça coûte côté serveur, il faut regarder le protocole qu'ils utilisent. Alors Netflix est un mauvais exemple parce qu'ils ont un protocole maison qui est pas mal du tout. Hein, je suis assez jaloux. Donc en fait non, c'est difficile de dire. Ce qu'il faut regarder au final, c'est l'entier de la chaîne. Mais
moi, je le dis simplement, sans faire de choses spectaculaires, en travaillant bien méthodiquement, on peut faire du 50% sur toute la chaîne, dans tous les cas de figure. C'est-à-dire aussi bien le live VOD, le transmux, quand on va aller faire du WebRTC, pardon, pour les non-experts, du visio vers du live. La gestion de la latence aussi a une conséquence, le nombre de frames, le type d'image, le type de réseau, je veux dire, etc. Mais globalement, sauf usage extrêmement exigeant avec des détails de chrominance, de résolution particulière, parce que on exploite un satellite, on peut faire de très très belles économies et normalement, on n'atteint pas l'œil du spectateur. Il a le même confort. Voilà. Ok, super. Alors, est-ce que Fabien, tu avais une dernière question, un point à ajouter Alors, dernière question, effectivement, éventuellement, c'est la partie transcoding, la partie média, effectivement, la traduction automatisée des flux vidéo. Effectivement, de plus en plus de clients vont dans cette direction via des modèles d'IA type Whisper. Est-ce que chacun d'entre vous, vous avez déjà commencé à embarquer là-dedans? Je sais qu'il me semble que c'est Geoffrey, pardon, qui a déjà ce cas d'usage. Mais est-ce que vous trouvez effectivement vous avez déjà ces notions d'IA qui vont déjà être embarquées, de traduction automatisée, etc. Bah nous, on a commencé alors sur la VOD pour le moment, donc pas en direct, vraiment. En effet, on utilise Whisper AI pendant l'encodage pour générer une transcription. Donc on l'a pas encore mis sur du flux en direct, c'est en cours de réflexion. Je pense que c'est quelque chose vers quoi on va tendre, mais pas dans l'immédiat, mais à moyen terme, j'espère. Ok. Ouais, nous on a plusieurs expériences depuis à peu près 2 ans et demi, 3 ans sur le sujet. Alors d'abord on a décidé, mais c'est malheureux, mais c'est ainsi, comment dirais-je, j'ai pas vraiment d'acteur français consistant aujourd'hui sur le sujet en face de moi. Je suis partenaire, mais je considère que techniquement c'est pas forcément le niveau flagrant. On a en Europe un très bon partenaire sur le sujet. On a aussi des expériences in-house, parce qu'on utilise l'IA pour plein de trucs dans notre processus logiciel et dans notre processus de développement. Mais je pense que de toute façon, on n'y coupera pas. Après, la vérité, c'est que est-ce qu'on peut considérer que l'IA est un métier supplémentaire à notre métier de garde, celui qu'on exerce aujourd'hui, et ne risque pas de nous disperser? Il faut aussi penser à la pertinence de l'activité. Et est-ce que l'IA est absorbable? Moi, j'aurais tendance à répondre avec le temps, la loi de Moore pour la partie physique et la loi de je ne sais pas quoi pour la partie logique, mais qu'on appelle l'open source, on arrivera à internaliser à faible coût. Mais encore une fois, c'est la sensibilité de l'information qui prime. L'idéal pour un client sensible, c'est d'avoir l'IA chez lui, qui n'en sort pas, et qui fait la translation texte, vidéo, front texte. Voilà. Ok, intéressant. Super. Ben, on arrive à la fin de l'heure. Je tenais à remercier nos intervenants, donc Empreinte, Streamfizz et Blastream pour leur participation aujourd'hui, les insights super intéressants. L'intervention de Jean-Baptiste aussi, et merci beaucoup Fabien pour tes inputs sur les aspects techniques. Je vous invite tous à suivre ces belles sociétés sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas, si vous voulez les contacter directement, on peut vous mettre en contact avec grand plaisir. Et nous avons beaucoup de produits cloud à proposer aux acteurs de la vidéo. On a parlé de L4, il y aura bientôt L40S. Donc ça, c'est côté GPU. On a parlé de ARM et Kubernetes. Ce n'est qu'un début de ce qu'on peut faire ensemble avec de la vidéo. Donc, n'hésitez pas à venir nous en parler. Donc, merci beaucoup et à une prochaine fois. Merci à tous. Merci, messieurs. À bientôt.